Salut à tous, bienvenue à ces plateaux de VOA, de Voice of America. Depuis Washington, nous recevons aujourd'hui Monsieur Anthony Kinzo Kamole, qui est le directeur général de l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement en République démocratique du Congo. Et il va nous parler de ce dont il a la charge. Bonjour. Bonjour, Monsieur Issambo. Quel bon vent vous amène à Washington? Ouf, qui ne rêverait pas de venir à Washington, en fait? Parce qu'en fait, je pense que la plupart des citoyens du monde faisaient dire, ne serait-ce que venir à Washington une fois, et puis, je ne veux pas dire mourir, mais puis après, comprendre un certain nombre de choses. En tant que directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, nous sommes arrivés ici pour faire d'abord suite à une des visites que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait en avril dernier, sur la question des investissements. Et pour nous, ça a été un point d'attache pour venir faire ce qu'on appelle cette promotion proactive. Et donc, nous sommes venus présenter sur la place de certains hommes d'affaires et certains services que nous avons dû rencontrer ici, les différentes évolutions sur les questions des régulations qu'il y a en RDC et aussi les opportunités d'investissement. Nous ne sommes pas seulement dans une promotion réactive, mais là, nous faisons de la promotion proactive qui entre en droite ligne avec notre plan stratégique au niveau de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, mais aussi avec les fonctions et les missions de l'ANAPI. Donc vous avez rencontré une brochette de gens, on peut savoir? Oui, nous avons rencontré certaines sociétés et certains officiels quand même, on va dire. On a été au State Department, nous avons eu le bon contact de notre desk officer qui a permis de pouvoir avoir cette rencontre-là. Certains représentants de l'OPIC, d'autres représentants du Chief Economist au niveau du cabinet, au niveau de la Banque mondiale. Nous avons rencontré des gens du Women Empowerment qui étaient là. Et nous avons rencontré aussi des sociétés comme Bluestone, dans l'infrastructure, des gens qui sont chevronnés. Nous avons eu un forum que nous avons présenté à plus de 60 personnes qui sont arrivées et qui ont répondu à notre invitation organisée par Africa Society. Et donc voilà un certain nombre de personnes que nous avons dû rencontrer dans le domaine de l'éducation, les différentes sociétés que nous avons rencontrées ici pendant notre séjour. On parle d'investissement, qu'en avez-vous tiré de palpable pour le pays, pour la RDC? La première, c'est le commencement d'un changement de paradigme, parce que je ne peux pas prétendre qu'avec un séjour de 4-5 jours, nous pouvons avoir un véritable engagement des différentes entreprises. Ce serait suicidaire, non seulement de notre part, mais de leur part. Mais aussi, c'est de placer ce qu'on appelle une nouvelle image de la RDC. J'aime ce qu'un de mes collègues, directeur général d'une autre structure en Afrique, a dit « Congo is back now ». Pourquoi je le dis? Il faut présenter le nouveau visage de la RDC. Ce n'est pas seulement Ebola, ce n'est pas seulement corruption, ce n'est pas seulement mauvaise gouvernance, mais c'est aussi ce qu'il y a dans les aspects de la régulation. Donc nous avons eu des engagements avec même certaines structures en disant nous allons venir faire une prospection, nous allons venir chez vous pour voir est-ce que ça évolue. Et donc voilà, je peux dire qu'il y a une satisfaction dans la présence, dans l'image et dans la présence en fait de la RDC. Le président Félix Tshisekedi, comme vous l'avez dit, était ici en avril et il a lancé un appel aussi bien aux investissements étrangers qu'à ceux de Congolais mais vivant à l'étranger. Est-ce que cela a déjà porté des fruits depuis son passage? Un exemple que ça portait du fruit, nous avons changé la régulation pour ce que vous appelez les membres de la diaspora, par exemple. Nous avons changé notre régulation en disant tout Congolais d'origine qui a acquis une autre nationalité peut venir en RDC directement sur un desk au niveau de l'immigration et il a un cachet d'entrée, il a donc son visa. Ça, c'est un des success stories que nous avons depuis que le président l'a annoncé. La deuxième chose, c'est que nous avons la plupart des investisseurs qui commencent à venir pour voir est-ce que ce qu'on nous dit est en train de se mettre en place. Beaucoup de régulations se mettent en place. L'année prochaine et les années à venir, nous allons avoir une régulation pour les visas d'entrée, par exemple. On va avoir un e-visa, une facilitation qui est en train de se peaufiner pour rendre l'accès en RDC beaucoup plus facile. Ce sont des signaux qui font suite aux différentes déclarations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Des réformes annoncées, mais est-ce que concrètement les Congolais ou d'autres viennent? Pas seulement annoncées, mais des réformes qui existent. Je vais aller sur 3-4 réformes. Premièrement, la création d'entreprises. Si vous êtes un connaisseur de la RDC et de l'Afrique, vous vous souvenez quand même qu'il y a eu quelques années où la création d'une entreprise était la croix et la bannière. 4 mois, 5 mois, 6 mois, voire même une année. Je suis juriste à la base, j'ai travaillé pour PricewaterhouseCoopers. J'ai dû faire des entreprises pour certains de mes clients. Mais aujourd'hui, en 3 et 5 jours, nous avons une entreprise qui est créée. Et cela a un guichet unique. Ce n'est pas dans différents autres services. Ça,
c'est des réformes qui existent. Réduction du taux de l'impôt sur les bénéfices et profits. Nous quittons de 40% vers 30%. Et ça s'est fait en 5 ans, 2 fois de réduction. Nous avons une réduction des pénalités qui est en train de se faire. Et nous avons aujourd'hui un guichet unique de paiement taxes et impôts pour les petites et moyennes entreprises qui existent déjà. L'année prochaine, en termes de perspective, nous allons avoir un e-paiement en termes de taxes et impôts. Nous sommes en train d'aller vers le guichet unique pour l'obtention de l'autorisation de construire. Nous sommes en train d'aller vers une informatisation des différents services. Ce sont là les perspectives qui existent et qui doivent normalement donner un sens et une assurance. Et aujourd'hui, nous avons une libéralisation dans le secteur des assurances. Nous avons une autorité de régulation du contrôle des assurances. Ce sont cela, ces différentes réformes qui ne sont qu'un film par rapport à tout ce qui existe déjà, par rapport au temps qui nous est imparti, qui peut vous permettre de savoir, en RDC, les choses bougent. Mais la question était, est-ce que les investisseurs viennent depuis que vous annoncez tout ça? Ce n'est pas seulement maintenant. Les investisseurs viennent. Je vous donne un cas. J'ai fait une mission avec son Excellence Monsieur le Vice-Premier des Affaires étrangères à l'époque au niveau de Jakarta, et nous avons eu des Indonésiens qui sont arrivés. Et là, nous sommes en train de discuter sur la possible, une JV qui peut se faire avec une structure minière. Il y a des Turcs qui ont demandé à faire des études de sol au Congo central. Nous sommes encore en train de suivre ça. Et là, je vais avoir bientôt des Japonais qui vont arriver dans le secteur de la santé. Il y en a qui viennent, il y en a tellement beaucoup. Et côté congolais? Côté congolais, nous avons déjà des Congolais qui sont en train de se mettre en place avec quelques petites PME. Il est difficile de pouvoir les citer ici. Il y en a qui viennent dans la gestion des déchets. C'est vrai que la croix et la bannière par rapport à la régulation. Il y en a qui viennent dans le secteur de l'immobilier. Il y en a qui viennent dans le secteur des services, dans le secteur de l'audit, dans le secteur de la comptabilité. Il y en a qui viennent aussi. Oui, on vous a entendu parler de réformes et même faire état d'un certain satisfecit parce qu'en un jour, 100 à 150 entreprises étaient créées désormais. Mais est-ce que cela se traduit en actes? Créer une entreprise, c'est bien, mais est-ce qu'on passe à la mise en application, à la mise en route de compagnies? La réforme, c'est ce qu'on appelle une sorte de culture de changement. Et vous devez savoir comme moi que l'homme résiste au changement. Il y en a qui bénéficient de cette réforme. J'ai conduit plusieurs ateliers, j'ai organisé plusieurs ateliers, des avocats en fait, et des entreprises. Il y en a qui l'ont obtenu en 3-5 jours, il y en a qui sont encore en train de souffrir parce qu'en fait, ils ne s'adaptent pas à ça. Des challenges existent avec certaines mauvaises pratiques. Oui, nous avons des statistiques. Je peux vous dire aujourd'hui, avec le guichet unique de création d'entreprise, nous avons par semaine un minimum de 45 ou 40 entreprises qui sont créées. Ce qui n'existait pas avant. Oui, nous avons ces réformes qui sont mises en place. Je sais aujourd'hui qu'avec l'indice Doing Business, nous avons encore un certain nombre de challenges qui traduit beaucoup de résistance. Mais vous pouvez leur demander. Ils vont vous dire, oui, nous avons vu ce guichet unique de création d'entreprise, mais il y a encore des défis. Ça, c'est sur la création d'entreprise. Nous avons le guichet unique intégral du commerce extérieur qui régule les aspects d'importation, les aspects d'exportation. On obtient des licences maintenant sur une plateforme. On n'est plus obligé de passer dans plusieurs services, mais il y a encore des réticences parce que l'homme résiste au changement. Mais nous avons bon espoir et nous continuons dans la voie de la réforme. D'après vous, qu'est-ce qui explique justement ces réticences? Parce qu'on a l'impression que même au niveau des Congolais, il y a les étrangers, mais aussi au niveau des Congolais, on hésite un peu. Monsieur Issango, on ne change pas tout ce qui a été établi en 20 ans, 30 ans en un jour. Ça ne se change pas en un jour. Mais la culture et l'éducation sur la question du changement, elle est en train de se mettre en place. Croyez-moi, dans les années qui viennent, ça va s'installer. Quand nous regardons les États-Unis ne sont pas faits en un jour. Nous voulons atteindre ce qu'on appelle les standards des économies mondiales. Nous avons bon espoir. Il y a le fait du paiement des fonctionnaires aussi. Il y a le fait des infrastructures. Il y a le fait de la qualité de l'administration. Tous ces éléments sont des facteurs que j'appelle externes à la résistance au changement. Mais l'impulsion de la haute autorité du pays et du système va arriver à changer ce paradigme. C'est donc question de confiance. Ceux qui sont à l'étranger, je parle des étrangers, mais aussi des Congolais, peut-être attendent de voir ce que ceux qui sont au pays feront. Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont là, pour les inciter à investir? L'une des devises que j'ai au niveau de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, c'est il faut maintenir ceux qui sont là. On ne fait pas de la promotion simplement pour attirer, mais c'est maintenir ceux qui sont là. Alors, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, c'est beaucoup plus de communication, beaucoup plus de sensibilisation, beaucoup plus de mise à disposition de l'information et beaucoup plus de mise en confiance. Vous avez parlé de confiance, je parle de choix aussi.
Et il faudrait que l'investisseur qui est là fasse le choix d'aller chercher la bonne information, de ne pas rester avec une perception, de ne pas rester avec ce qu'il a entendu. Il faut qu'il pose la bonne question. J'ai vu des investisseurs commencer à aller voir d'autres personnes qui étaient des traders, qui étaient des commissionnaires. Et quand ils reviennent à l'ANAPI, nous leur donnons l'information qu'il fallait. Il y en a qui me regardent en disant « Où étiez-vous pendant tout ce temps ?» Je leur pose la question de savoir pourquoi vous n'êtes pas venu la première fois. On parle de confiance. En ce moment-ci, en fait, il y a le régime qui a changé, un nouveau pouvoir est en place qui parle de la lutte contre la corruption et qui en fait son cheval de bataille. Mais en ce moment même, il y a une affaire comme celle de 15 millions de dollars des emprunts de pétroliers qui auraient disparu. On ne sait pas où ça se trouve. À votre point de vue, cela n'entame-t-il pas déjà cet aspect de confiance pour investir? Vous savez, lorsque vous apprenez une affaire, vous la regardez dans l'angle où vous la voulez. Je voudrais demander à tous ceux qui sont en train de parler de pouvoir bien peaufiner et de pouvoir bien rechercher. Le temps, il va clarifier ça. Parce qu'il y a, en fait, peut-être que vous n'êtes pas directement concerné. On parle des ingérences pour stopper des enquêtes et tout ça. Donc, alors qu'on dit une chose et on semble faire le contraire. C'est pour ça que je dis, le temps, il va réguler tout ça. Voilà, le président Félix Tshisekedi a récemment annoncé avoir pris des mesures pour que les minerais du Congo ne soient plus exportés sans une première transformation. Est-ce que vous pensez qu'avec à l'état actuel, cela peut se faire? D'abord, il y a l'insuffisance de l'électricité, il y a les coupures intempestives, il y a des problèmes avec tout ce qui était là et qui ont poussé justement à cet état des choses, à commencer à exporter sans une première transformation. Je pense que nous l'avons commencé à en parler dès le début de notre émission. Le respect de la loi est ce que nous appelons comme étant le bottom line pour toute question d'exploitation de l'économie dans notre pays. Et le nouveau code minier dit simplement qu'il faut normalement exploiter dans notre pays et puis créer de la valeur ajoutée. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a fait que porter de la voix de ce qui existe dans le code minier. Donc, s'il faut le faire, ce serait simplement un respect de la loi. Non, mais c'est ce qu'il a dit, ce n'est pas une nouveauté, ça se faisait. Oui. Mais comment en est-on arrivé à cela? Vous savez, venu en arrière et a commencé à exporter. C'est un diagnostic qui a été posé à un certain moment. Il ne faut pas simplement que nous puissions dire que nous avons un potentiel et qu'il soit exporté. Il faut que l'on puisse traiter ce potentiel qui soit bénéfique aux populations de la RDC, bénéfique aux populations d'ailleurs dans les contrées où nous avons ces éléments. Des challenges existent, la question de l'électricité, mais on est en train de les résorber. Le potentiel que nous avons est en train d'être transformé par certaines privées. Nous avons des sociétés qui développent l'électricité avec le côté voltaïque, avec le côté hydro, avec un certain nombre de choses. Et tout un plan existe pour rencontrer ce challenge-là. Et même les miniers, dans leur programme, devraient intégrer la question de l'électricité. C'est vrai que ces miniers peuvent dire aujourd'hui, mais il faudrait que l'État puisse donner des conditions. Je suis d'accord. Mais en même temps, lorsqu'on est exploitant, lorsqu'on est opérateur économique, il faudrait garder dans sa vision un business plan complet pour arriver à avoir un retour sur investissement. Les Congolais qui sont au pays ont l'impression que le traitement n'est pas égal entre ceux qui viennent de l'extérieur, par exemple les Chinois et les autres qui viennent exploiter, et eux, quand ils veulent faire une affaire. Comment vous faites pour résoudre ces problèmes? On me l'a posé encore il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques années. Est-ce qu'ils exploitent la loi? Parce que toutes les lois dans notre pays établissent une égalité, une équité entre un investissement d'un Congolais avec un investissement étranger. Mais il faut exploiter la loi, il faut oser. Est-ce que je peux me battre contre le choix de quelqu'un qui refuse de lire la loi? Mais c'est vrai que nous avons hérité d'un système qui a entretenu ce genre de choses. Mais je demande aux Congolais, et je le dis à mes compatriotes en fait, en leur disant, allez vers la loi. Moi, je gère le code des investissements. Si je vous donnais les statistiques des investissements que j'ai agréés qui appartiennent aux Congolais purs et aux Congolais étrangers et aux investissements étrangers, nous sommes en train de pouvoir constater un renversement de tendance de plus en plus. Ça va venir avec le temps. Le président Félix Tshisekedi a dit récemment, je crois la semaine dernière, que 80% de l'économie congolaise est tenue par les étrangers. Qu'est-ce que vous faites pour amener les Congolais à s'approprier l'économie, à investir?
J'étais dans ce forum, il n'a pas dit 80% d'étrangers n'étaient pas les étrangers. Nous avons beaucoup plus d'expatriés, en fait. C'est ce il a dû dire. Vous savez, on a toujours besoin des investissements directs étrangers. Je ne pourrais pas ici avoir un discours qui dit, voilà, nous n'avons pas besoin d'étrangers parce qu'en fait, nous aimerions que les investissements directs étrangers viennent renforcer la main-d'œuvre congolaise. Mais en même temps, ce que nous sommes en train de dire, nous encourageons par certaines lois des incitations au local content congolais de manière à créer une classe moyenne. Et ça, c'est en train de se mettre en place. Un investisseur congolais qui est congolais d'origine, qui veut rentrer en RDC, il est probable que dans les années qui viennent, nous puissions avoir une loi qui leur permet de pouvoir avoir une sorte d'amnistie. On n'est pas toujours d'accord avec quelques autorités, mais nous poussons pour avoir ça, de manière à permettre aux Congolais qui reviennent de pouvoir s'installer. Et aux PME, il y a des lois qui existent. Tenez par exemple, le Code des investissements donne des avantages aux PME congolaises beaucoup plus qu'aux grandes entreprises. Tenez par exemple, nous venons de mettre en place un guichet unique de paiement, taxes et impôts pour le PME congolaise. Tenez par exemple, nous avons une loi sur la sous-traitance qui dit que le Congolais qui a une qualification est le premier éligible à être dans une sous-traitance. Est-ce que ce ne sont pas là des efforts qui sont faits pour permettre à ce que les PME congolaises ou le Congolais puissent se retrouver dans l'économie et dans l'échiquier congolais? À vous entendre, on a l'impression que vous attendez beaucoup plus des Congolais qui sont à l'étranger. Mais et ceux qui sont là, est-ce que vous ne les incitez pas à créer, à investir? Nous avons organisé au niveau de l'ANAPI une semaine de sensibilisation, d'ailleurs en relation avec ESSOR, donc DFID, de sensibilisation aux PME pour leur présenter les lois qui existent. Les startups ont découvert certaines lois, les petites PME ont découvert certaines lois. J'ai reçu dans mon cabinet, au niveau de l'ANAPI, un investisseur congolais, un PME est venu me dire « Je vous remercie parce que dès cet instant, je veux me mettre dans l'agriculture » et nous l'avons accompagné. Ce sont là des efforts que nous faisons. On vous a aussi entendu parler de votre... vous êtes porté vous avez tendance à chercher à diversifier les secteurs d'investissement au Congo. Mais à bien regarder, un secteur comme l'agricole, l'agriculture ne décolle jamais au Congo. Pourquoi? Faute d'électricité d'abord, faute de l'éducation, dans le secteur agricole et faute ce que j'appelle des incitants de la part de la loi, mais aussi faute du fait que dans le secteur agricole, le retour sur investissement est assez long. Le commun du Congolais et même, j'allais dire, de l'homme en général, il veut lorsqu'il investit avoir quelque chose assez directement. Et nous sommes en train de changer cette tendance-là. Nous avons eu des programmes qui étaient en train d'encourager les agriculteurs de proximité et ça a été mis en place, mais ça exige une vraie éducation. Mais encore, l'insuffisance de l'infrastructure de base, les routes, qui ne permettent pas à nos produits agricoles à l'intérieur du pays de pouvoir arriver dans les lieux de consommation, cela aussi décourage. Lorsque nous allons avoir ces routes qui sont déjà en train d'être faites, mais qui exigent encore qu'ils soient faits, vous allez voir un décollage dans ce secteur. Vous parlez des routes, vous parlez d'infrastructures, mais je vais lier ça à ce qui se fait maintenant là. On parle de zones de libre-échange en Afrique, on parle de routes qui vont quitter Durban pour arriver à Kinshasa, même aller plus loin. On parle de la construction d'un pont à Kinshasa-Brazzaville. Est-ce que le Congo est prêt? Qu'est-ce que le Congo pourrait, en matière d'investissement, apporter si jamais tout cela s'est réalisé? Cela s'est traduit d'abord, par l'engagement de l'État congolais, par le fait qu'il y a eu signature de cet acte par des autorités congolaises. La deuxième chose, c'est que vous avez suivi son Excellence, Monsieur le Président de la République, en parler. Il y a des préalables, la qualité de notre production. Et chez nous, en RDC, nous sommes en train de pouvoir faire d'abord la liaison entre les différentes provinces. Au moment venu, certainement que les autorités compétentes donneront de la voix pour pouvoir accéder à cette grosse machine de la zone de libre-échange. Il faut connecter les pays entre eux. Moi, je crois en des IDE intra-africains. Moi, je crois en une circulation. Mais je pense aussi que les États, chacun là où il est en train de se retrouver, se met dans la position où il faut que les standards soient acceptés dans les différents pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous avions reçu ici à Washington la Voix de l'Amérique, The Voice of America, M. Anthony Kinzo Kamole, qui est le directeur général de l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion industrielle de la RDC. Merci et au revoir.